Europe 1, Raphaël Duchemin. 8h19 sur Europe 1. Le sommet de l'OTAN s'est achevé hier à Bruxelles. 48 heures de rencontre qui promettaient d'être tendues. Bonjour Camille Grand. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Bruxelles en duplex ce matin. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'OTAN. Tendu, c'était avant parce qu'au final, Donald Trump comme Emmanuel Macron l'ont dit, l'OTAN sort plus forte qu'il y a 2 ans de ce sommet. En quoi l'alliance, qui a près de 70 ans aujourd'hui, est réellement plus forte ? Alors d'abord parce qu'on a pris à côté des discussions parfois franches qui ont eu lieu entre les chefs d'État et de gouvernement toute une série de décisions importantes pour l'avenir de l'OTAN dans toute une série de domaines militaires. La mobilité des troupes, la logistique, les relations avec l'Union européenne, la structure de commandement, donc toute une série de décisions un peu techniques mais très importantes pour projeter l'Alliance dans l'avenir et la mettre vraiment au niveau pour le 21e siècle. Dans un environnement stratégique qui est vraiment perçu comme dégradé par les alliés. À côté de ça, il y a eu ces discussions franche, très directe, pas forcément prévue entre les chefs d'État et de gouvernement, autour de la question qu'on appelle du partage du fardeau, c'est-à-dire finalement des équilibres financiers entre les États-Unis et les autres alliés européens et le Canada. Alors venons-en justement à ces franches discussions. L'atmosphère, si on en croit la présidente croate, était très ouverte, constructive. Donald Trump en privé est moins belliqueux qu'il ne l'est quand il tweet ou quand il s'exprime au micro. Il affirme pourtant quand même avoir fait plier ses alliés sur la question des dépenses. C'est un peu le cas. Alors, il a dit avec beaucoup de franchise et dans le style qui est le sien, son insatisfaction sur la question des équilibres finalement de dépenses militaires entre les États-Unis et les autres alliés. Il l'a dit très clairement, à la fois en privé et en public. Ça a provoqué une discussion directe entre chefs d'État et de gouvernement, qui a été une discussion dont la sortie a été plutôt constructive, puisque d'un côté, on a la réaffirmation très claire de l'objectif d'aller vers ces fameux 2% du PIB consacré à la défense, sachant que les 2/3 des alliés s'y sont engagés, que 8 y sont déjà cette année, mais c'est 8 sur 29, et que les autres n'avaient pas formulé des plans, n'ont pas encore formulé des plans très clairs. Et donc ça, c'est, je dirais, le résultat, c'est un sentiment d'urgence et le besoin et l'envie clairement exprimée d'aller vers ces 2%. En même temps, on est vraiment dans la suite d'une série de décisions qui ont été prises depuis 2014, réaffirmées en 2016, réaffirmées pendant ce sommet de Bruxelles, qui se traduisent de manière très pratique, dans les 2 dernières années seulement, c'est 41 milliards de dollars de plus qui ont été dépensés par les Européens et le Canada en matière de défense. Oui, parce que dites-moi, depuis 2014, c'est effectivement en Europe que les budgets ont le plus augmenté. Ça, Donald Trump l'avait peut-être un peu oublié. Alors, l'augmentation des budgets se fait progressivement, elle s'est accélérée dans les 2 dernières années. On voit des Européens qui, après presque 2 décennies où les budgets de défense se fondaient en Europe et où l'histoire était celle des dividendes de la paix, ont réinvesti le domaine de la défense. Pourquoi est-ce qu'on réinvestit ce domaine de la défense aussi ? Parce qu'on a vu le conflit ukrainien, l'annexion de la Crimée par la Russie. On a commencé à voir les choses autrement finalement ? Alors, l'annexion illégale de la Crimée en 2014 et la crise en Ukraine a été l'élément le plus visible d'un paysage stratégique qui s'est dégradé. Mais 2014, c'est aussi l'année de la chute de Mossoul, des événements au Moyen-Orient qui, évidemment, ont forcé peut-être les Européens à ouvrir les yeux et à regarder le monde stratégique tel qu'il est, c'est-à-dire un environnement extrêmement difficile, compétitif, où les crises existent à la fois dans le périmètre immédiat de l'Europe et plus loin. Donc c'était vraiment quelque chose, je pense que c'était une année un petit peu tournante de ce point de vue-là, et depuis cette date, effectivement, les Européens ont réinvesti dans le domaine de la défense à un rythme qui est variable suivant les pays, mais qui est réel, puisque tous les pays ont maintenant accru leur effort
efforts de défense. On a vu que Donald Trump avait lancé pendant ce sommet quelques pics en direction de l'Allemagne, complètement contrôlés par la Russie. Voilà ce que dit le président américain. Berlin qui est montré du doigt par rapport à l'approvisionnement en gaz que lui fournit Moscou. Ils vont se voir justement, Vladimir Poutine et Donald Trump en Finlande, à Helsinki. Or se pose justement la question de la livraison de gaz. Les Américains sont aussi venus finalement en VRP défendre leur gaz naturel et taper sur le projet russe. Alors, ce projet de pipeline Nord Stream est un projet qui fait l'objet de beaucoup de débats entre les alliés depuis plusieurs années. L'idée de réduire la dépendance des Européens vis-à-vis des fournitures de gaz russe est un thème récurrent dans les discussions sur ce qu'on appelle la sécurité énergétique. C'est pas un sujet à proprement parler de l'OTAN, la politique énergétique. Donc, oui, mais c'est aussi un sujet de sécurité si on regarde de près. Alors c'est un sujet de sécurité, c'est pour ça que ce qui est le plus important, c'est que les alliés aient des sources diverses d'approvisionnement en énergie, de manière à ne pas être soumis à un seul fournisseur, en l'occurrence la Russie. C'est ce qui est le cas de l'Allemagne, qui se fournit non seulement en Russie, mais aussi en Norvège, aux Pays-Bas, etc. Donc on a une question qui est à la fois économique et géopolitique, et qui a fait l'objet effectivement d'un débat là plutôt en dehors de la salle avec les déclarations de Donald Trump. La déclaration finale du sommet de l'OTAN est un véritable réquisitoire contre la politique étrangère de Vladimir Poutine. Vous avez averti que toute interférence dans le processus d'adhésion engagé avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine serait notamment inacceptable pour l'OTAN. Ça, c'est aussi un point important de ce qui est ressorti de ce sommet. Alors, sur la Russie, on garde la posture qui a été définie lors du précédent sommet de Varsovie en 2016, c'est-à-dire d'un côté une ouverture au dialogue, dont finalement les engagements dans les jours qui viennent d'Emmanuel Macron en marge de la Coupe du Monde, puis de Donald Trump à Helsinki sont des manifestations, et d'un autre côté des messages de fermeté très clairs, notamment vis-à-vis de ce que nous appelons des menaces hybrides, c'est-à-dire des tentatives d'influencer des processus électoraux, des processus politiques, et c'est particulièrement vrai dans les Balkans occidentaux, où on a vu que la Russie avait soutenu directement, indirectement, toute une série de mouvements, notamment au moment de l'adhésion l'an dernier du Monténégro, autre ancienne république yougoslave, à l'OTAN. Et donc là, on a hier décidé d'ouvrir des discussions en vue de l'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Et là, on voit que on a voulu adresser un message très clair sur le fait que des interférences sur le choix souverain de Skopje seraient surveillées avec beaucoup d'attention. Merci Camille Grand d'avoir été avec nous en direct depuis Bruxelles, et merci aussi à Isabelle Horry qui assurait pour Europe 1 la liaison technique. Europe 1.